Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour parler écologie et neurosciences. Plus précisément, la question va être, est-ce que nos comportements sur Terre, notamment avec les conséquences écologiques que l'on connaît actuellement, est en relation et déterminé en partie par notre fonctionnement cérébral? Autrement dit, on peut se dire, est-ce que la crise écologique a des bases neuroscientifiques? À partir des analyses et du livre de Sébastien Boller, Où est le sens?, nous allons voir qu'effectivement, il y a des relations entre notre fonctionnement cérébral et nos attitudes actuelles délétères. Sébastien Boller est un écrivain, journaliste, conférencier. Il a effectué une thèse en neurosciences. Il raconte qu'après avoir fait cette thèse, il a finalement opté pour aller plutôt vers le monde de l'entreprise avec l'idée d'aider à développer les biotechnologies. Donc il a postulé, il a été recruté dans un cabinet international qui soutient les startups. Et les premiers jours de son embauche, ce qu'on lui a dit en fait, c'est que s'il travaillait bien, très rapidement, il pourrait s'offrir une Rolls-Royce. Et pour commencer son travail, une des premières étapes qu'il avait à faire, c'était d'aller dans le magasin de téléphonie pour acheter le téléphone le plus cher. Donc c'était pas pour acheter le téléphone qui est le plus utile par rapport aux besoins du travail, mais c'était acheter directement le plus cher. Il est allé dans ce magasin et il s'est senti mal, il avait comme un malaise par rapport à ce qu'il devait faire là, à l'instant. Pour lui, c'était comme s'il y avait finalement un glissement de sens. Il avait postulé pour ce travail pour que les bienfaits de la biotechnologie puissent bénéficier au plus grand nombre. Et là, ce qu'on lui présentait en priorité, c'était de très bien gagner sa vie et d'acheter le plus cher. Pour lui, le repère n'était pas le bon. Et donc, le soir même, je crois, ou le lendemain, finalement, il a démissionné de ce poste. Je trouve cette histoire vraiment en relation avec la thématique de son livre et avec la thématique de la vidéo ici, l'importance du sens. Et lui, il a su très rapidement ne pas aller dans une direction qui pour lui n'avait pas de sens. Au-delà de cette anecdote que je vous raconte, Sébastien Boller met en évidence dans son livre et dans ses interviews la forte incohérence que l'on peut remarquer chez l'humain dans la civilisation actuelle, dans son comportement. Donc l'humain qui possède un cerveau très performant, qui est capable d'analyser, de raisonner, de comprendre beaucoup de choses et ainsi de mettre au point une technologie très avancée et en parallèle de réussir à s'intoxiquer à tous les niveaux avec la pollution, que ce soit dans l'eau, dans les sols, dans l'air, donc dans ce qu'on mange, dans ce qu'on boit. Et c'est vrai que quand on prend juste un instant pour faire ce constat, c'est assez impressionnant. Et on peut se dire, effectivement, il y a un schmilblick là, il y a quelque chose à comprendre. Comme exemple d'incohérence, ce qu'on peut écouter aux informations. Un même journaliste peut un soir pousser un cri d'alarme par rapport au changement climatique et mettant en cause les activités humaines sous-jacentes. Et puis le lendemain, ce même journaliste va pouvoir se féliciter, par exemple, d'une vente de nombreux avions de la France à tel pays. Voilà, ce n'est qu'un exemple, mais vous pouvez essayer de remarquer dans tout ce qu'on entend, dans tout ce dont on parle et tout ce que l'on fait aussi, que ce soit à l'échelle de la société mais aussi personnellement, les incohérences qu'il existe. On ne peut pas résoudre cette incohérence tant qu'on n'aura pas compris la source de cette incohérence. Où est l'incohérence dans nos têtes? On dirait qu'il y a comme un bug. Est-ce que le fonctionnement cérébral explique ce bug? Alors justement, à propos de bug, avant de parler de son livre « Où est le sens ?», je vais également vous parler de son précédent livre de 2019 qui s'intitule « Le bug humain ». Pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher. Ce bug humain peut être lié effectivement au fonctionnement de notre cerveau en partie. En gros, ce sont les circuits de récompense qui se situent dans notre cerveau qui sont surutilisés. Et en fait, cette sursollicitation des réseaux de récompense amène à une suralimentation, une surexploitation, une surproduction, des surendettements, etc. Alors, quelle partie de notre cerveau est impliquée? C'est une région qu'on appelle le striatum, qui est en fait sous le cortex. Il y a une partie dans chaque hémisphère. Et ce centre peut être en fait défini comme le centre du désir brut. Il repose principalement sur le système dopaminergique, c'est-à-dire que quand il est activé, il va permettre la libération de l'hormone du plaisir qui est la dopamine. Après certains comportements, notre cerveau bénéficie d'un shoot de dopamine et il se sent bien. Alors dans quelles circonstances il y a ce shoot de dopamine? C'est essentiellement pour répondre aux besoins fondamentaux de l'humain pour sa vie, c'est-à-dire les besoins de manger, de se reproduire, d'avoir un statut social dans le groupe, de savoir économiser son énergie.
Ce fonctionnement du striatum a été décisif aussi pour le succès de l'espèce humaine Homo sapiens sur Terre, parce qu'en fait, grâce à ce système de récompense, vraiment, l'humain avait des capacités de survie très importantes. Ça l'a poussé à faire des progrès et à aller de l'avant finalement parce que ça entraînait comme une motivation à s'alimenter, à se reproduire, à se protéger et à avoir un statut dans le groupe. C'est plutôt bénéfique. Alors pourquoi il y a un problème? Pourquoi ça induirait un bug? Le bug vient du fait que maintenant nous avons un cortex qui est très développé chez Homo sapiens, donc c'est la partie extérieure du cerveau, qui permet donc tous les progrès techniques de fabriquer des outils et puis petit à petit on est passé à une technologie très avancée que l'on connaît maintenant. Avec la technologie, on va favoriser l'alimentation, aussi toute l'agriculture intensive, on va favoriser donc notre confort à différents niveaux, sauf qu'on arrive quelque part à une impasse parce que d'un côté on a les ressources naturelles qui sont limitées et d'autre part, on a ce besoin pour aller toujours plus loin, comme un désir toujours croissant. Et à ce moment-là, on a une problématique qui s'installe entre une vie à long terme et d'autre part, un fonctionnement à court terme. Et je résume en reprenant une de ces phrases, on ne va pas vivre heureux, on ne vit pas heureux si on vit sous l'injonction de la dopamine. Ça mène plutôt quelque part à de l'esclavage intérieur, c'est vraiment son expression. Comment s'en sortir? Donc l'idée c'est de rééduquer son cerveau, comprendre comment fonctionne son cerveau et d'avoir d'autres comportements qui ne vont pas être fondés uniquement sur ce fonctionnement à court terme lié au système de récompense. Ainsi par exemple pour l'alimentation, il cite que bien sûr si on se goinfre devant la télé, devant un écran de sucre et de gras par exemple, ça va envoyer un shoot de dopamine. Donc on va avoir un plaisir immédiat. Et ça peut avoir des conséquences pas très sympathiques pour l'humain qui fait ça et aussi à l'échelle de la société si ça devient des comportements assez généralisés. Mais l'attitude qui est de prendre conscience de ce que l'on mange, de savourer ce que l'on mange au lieu de s'empiffrer, peut aussi conduire le cerveau à libérer de la dopamine par un autre système. Cela nécessite de prendre du temps. L'attitude de pleine conscience, de manger, en prenant du temps, en savourant les aliments que l'on va ingérer, conduit aussi à un plaisir dans le corps, mais ça nécessite de prendre du temps. D'où une rééducation nécessaire de nos comportements. Donc en fait, ce qui est intéressant là, c'est de voir qu'une autre relation au temps et une autre qualité d'être est nécessaire si on veut éviter de s'engouffrer dans le système de récompense dopamine et d'en devenir addictif. J'ai passé pas mal de temps finalement sur le bug humain, mais ça va nous permettre aussi de comprendre les informations du livre dont je vais parler maintenant, qui s'intitule donc « Où est le sens ?» Les découvertes de notre cerveau qui changent l'avenir de notre planète. Donc livre qui est paru en 2020 et qui est édité aux éditions Lafon. Alors, que signifie sens dans ce contexte-là, en fait, des neurosciences et puis des sciences cognitives? Sébastien Boller présente 3 aspects importants pour définir le sens et l'importance du sens pour l'humain. Premièrement, c'est la notion de cohérence à travers le temps, savoir finalement d'où on vient et où l'on va, avec une certaine cohérence dans la trajectoire, dans notre vie. Donc c'est pouvoir en fait se projeter en fait dans l'avenir avec une certaine logique. Deuxième point qui est impliqué dans cette notion de sens, c'est aussi une autre cohérence, c'est la cohérence entre les valeurs que l'on peut porter, que l'on peut avoir en soi, et les actes, les agissements que l'on effectue dans notre vie. Troisième point qui va jouer aussi dans cette notion de sens, c'est la représentation que se fait l'humain du monde dans lequel il vit. Est-ce qu'il y a des lois? Est-ce que c'est le chaos? Quelle est ma place? Est-ce que j'ai un rôle? Cette question de sens finalement mène à des questions relativement existentielles, c'est-à-dire qui portent sur notre existence, sur notre réalité vécue, sur cette réalité que l'on vit mais que l'on ne comprend pas forcément, notamment dans ses racines, dans le pourquoi. Des questions justement du style, est-ce que ma vie a un sens? Est-ce que je peux être heureux? Est-ce que le bonheur existe? Et alors quand on se pose ce genre de questions, il y a une structure qui est mise en jeu, qui est le cortex singulaire, qui est aussi une zone du cerveau. Ce cortex singulaire peut être vu un peu comme un détecteur de l'absurde, du chaos, de ce qui ne va pas, de ce qui ne semble pas OK. Et dans ces conditions-là, alors il va libérer des hormones du stress, comme le cortisol, la noradrénaline, qui va tirer la sonnette d'alarme si en fait les choses ne se passent pas vraiment comme prévu.
Je donne un exemple, si dans une réunion, vous êtes là à plusieurs, bon, vous avez repéré où est la porte d'entrée, vous avez repéré les fenêtres, vous savez aussi où est le café. Bon, alors donc vous savez que si une personne se lève, va dans cette direction, c'est probablement pour aller se prendre un café, etc. Mais si soudain une personne saute en plein milieu de la salle, bon, bah ça, c'était pas prévu, hein. Votre anticipation du contexte, de ce qui pouvait se passer, n'avait pas prévu ça. Donc là, tout de suite, le cortex singulaire est allumé, libération des hormones de stress, et vous êtes aux aguets parce qu'il y a peut-être danger potentiel. Suite à ça, selon ce qui se passe, vous allez réorganiser votre présentation de la situation et de ce qui est possible ou non dans ce contexte-là. Donc en fait, le cortex singulaire, il est calme s'il y a une certaine stabilité. Si c'est le chaos, il va s'allumer. Et vous comprenez bien que si le chaos est juste un instant, bon, il va s'allumer un instant. Et puis vous allez récupérer si c'était juste une mauvaise alerte, par exemple. Mais si ce chaos semble perdurer, eh bien vous allez avoir là des shoots, non pas de dopamine, mais des shoots d'hormones de stress qui vont se libérer de manière assez constante dans votre système, dans votre corps. Alors vous allez me dire, mais quel est le lien avec les problèmes écologiques ? On y arrive. Si la société fonctionne de plus en plus sur de la précarisation, sur de la compétition, le système singulaire est vraiment sollicité. Et donc on a ces hormones de stress qui peuvent être engendrées de manière assez continue finalement. Et ça induit un mal-être chez l'humain. Et alors pour contrecarrer ce mal-être, quoi de mieux que un shoot de dopamine. D'où l'histoire du striatum que je vous ai raconté avant. Et donc par exemple, ça peut être de manger un peu, ou beaucoup, et à ce moment-là, on va avoir l'hormone du plaisir qui va s'installer pour un petit moment, et ça va nous soulager quelque part. Mais ça n'aura qu'un temps. Et ce qui est important aussi pour abaisser le niveau du cortex singulaire, c'est d'arriver à se rassurer, enfin que l'humain arrive à se rassurer par des micro-certitudes. Alors peut-être que l'environnement globalement, c'est l'incertitude, c'est le chaos, il ne voit pas trop en fait la direction de sa vie ni de la société par exemple. Et à ce moment-là, on a besoin de micro-certitudes. Et des micro-certitudes dans lesquelles on peut se réfugier, entre guillemets, parce qu'elles nous sont présentées, c'est la consommation, c'est-à-dire utiliser par exemple, c'est ce qu'il cite, sa carte bancaire. On met sa carte bancaire, on tape le numéro, voire même on n'a même plus besoin de le taper, et on a une récompense, c'est-à-dire ce qu'on a acheté. On peut repartir avec ça. Et ça fait là aussi un moment de plaisir, qui n'a que son temps également. Et comme ça n'a que son temps, si en fait la situation du cortex singulaire est allumée assez souvent, eh bien on va avoir recours à ces solutions de plus en plus, d'où l'addiction qui peut se mettre en place. Et cette addiction mène donc à la consommation, mais à la surconsommation. Et tout ça peut entraîner une partie des conséquences écologiques que l'on connaît. Plus on consomme, plus on va diminuer les ressources naturelles à l'échelle de la Terre. Tout ça est également soutenu par le fait que la société, et je reprends son terme, est en hémorragie de sens. C'est-à-dire que l'humain a perdu le sens de sa vie, n'a plus une vision du monde dans lequel il peut se projeter avec une certaine logique, avec une certaine assurance, avec une certaine stabilité. Que peut faire une personne dont l'horizon se borne à la peur de ne pas arriver à accomplir les tâches fixées par sa mission du lendemain ? Que peut faire un homme ou une femme qui, l'esprit saturé de préoccupations instantanées, n'a plus une minute pour penser à ce que pourrait être la direction future de son existence? On consomme parce que c'est tout ce qui nous donne encore le sentiment de respecter les règles de ce monde basées sur une production effrénée. Un instant, on trouve une forme de mini-logique à son état d'épuisement. Pour un temps, on parvient à éteindre son cortex singulaire. Mais cela suppose d'abandonner définitivement l'accès au sens. On accepte alors la disparition pure et simple de ce concept. Parfois, on est amené aussi à vivre des situations, par exemple dans le travail, où ce que l'on fait au travail n'est pas en accord forcément avec nos valeurs. C'est comme en fait une dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'il y a une incohérence interne entre ce que l'humain voudrait réaliser et ses actions réelles. Alors bien sûr, on peut contrecarrer ça avec des shoots de dopamine à court terme et puis les répéter, mais quelque part, au bout du compte, le cortex singulaire n'est pas dupe, si je peux m'exprimer ainsi, et lui va continuer à libérer aussi des hormones de stress. Alors vous voyez, c'est assez intéressant parce que là, on a un éclairage, disons, biochimique, neuroscientifique de la crise écologique qui est lié finalement au mal-être de l'humain dans cette société qui a perdu du sens.
Alors je rajoute aussi, parce qu'il parle aussi de la technologie qui nous isole. Bien sûr, la technologie est très performante actuellement et puis elle nous aide à faire plein de choses, hein. Donc ça c'est formidable. Mais par ailleurs, on a peut-être l'impression, un peu ce qu'il raconte, d'être tout puissant. C'est-à-dire que tout un chacun peut avoir plein de produits technologiques qui vont lui permettre telle ou telle chose sans avoir besoin des autres. Là aussi, on perd en fait cette notion de long terme avec des commodités qui sont toujours de plus en plus développées à court terme. Et on n'a pas forcément la vision avec du recul. Et donc cette accumulation parfois de technologie, de matériel ou d'argent peut être finalement comme un substitut au manque de relation entre les personnes. Parfois, inconsciemment, du coup, on a besoin quelque part de retrouver ces liens, surtout si la situation devient chaotique. Alors, bon, c'est bien beau de constater tout ça, mais que fait-on? Est-ce qu'il y a des solutions? Eh bien, l'idée, c'est de retrouver du sens. C'est en retrouvant du sens, donc en retrouvant de la cohérence, que l'on va pouvoir réenclencher une sérénité en fait à l'intérieur de soi pour éviter qu'il y ait des libérations d'hormones de stress assez permanentes. Vous vous rappelez, il y avait 3 points assez piliers pour la notion de sens. Donc c'était la temporalité, trouver cohérence dans notre vie qui s'écoule, et à l'échelle sociétale, donc c'est intéressant de ne pas aller vers la précarisation, mais plutôt au contraire vers une stabilité, notamment de l'emploi. Le deuxième point, c'était aussi de retrouver une forte cohérence interne, donc entre nos valeurs et nos actes. En retrouvant cette cohérence, on va être moins dans le pouvoir sur les autres, parce qu'en effet, en perdant le sens, comme il le dit, on peut le transformer en pouvoir. Ça nécessite donc de prendre du temps pour être au clair avec ses valeurs, être au clair aussi avec comment on mène sa vie et de voir s'il y a une cohérence ou une incohérence actuelle et voir si on peut mener des ajustements pour réaligner nos valeurs et nos agissements dans le quotidien. Le troisième point, c'était notre représentation du monde. Là aussi, se questionner, est-ce que j'ai une représentation du monde? L'idée, c'est pas de se dire, tiens, j'ai la vérité ou quoi que ce soit, mais est-ce que j'ai mon propre modèle du monde? Comment il est structuré et comment ça peut m'aider à être aussi résilient dans certaines situations. Il y avait des études par exemple où la résilience était plus forte après un choc chez les personnes croyantes parce qu'elles avaient un sens de ce qui leur arrivait. Même si c'était dur, violent, elles savaient le réintégrer dans une histoire qui était cohérente avec leur vision du monde et ça leur permettait en fait de traverser cette difficulté. Ce que je trouve intéressant dans tout ça, c'est que ça remet finalement quelque part au goût du jour les questions existentielles. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais là? Quel est mon but? Qu'est-ce qui m'intéresse? Vers quoi je veux aller? Souvent les questions existentielles, on se dit oh là là, mais ça, on va pas prendre le temps de ça. Là, non, il faut faire un métro boulot dodo, on n'a pas le temps de penser à ça à d'autres moments. Il est vraiment presque primordial de se reposer ces questions-là, de se poser ces questions existentielles, de prendre à nouveau le temps de ces questions, qui ne sont pas des questions qui sont complètement éthérées, mais on voit bien que les réponses s'inscrivent dans le concret de notre vie, dans comment notre vie se déroule concrètement, dans justement notre possibilité de bien-être ou de mal-être, notamment en fonction des circonstances, de ce qui arrive dans la société, et de comment on veut faire évoluer cette société à laquelle on participe tous. Dans son livre où il y a beaucoup de perspectives historiques, il cite les différents ordres auxquels l'humain s'est référé pour construire un peu ces sociétés, l'ordre cosmique, l'ordre social et puis actuellement l'ordre écologique. Il parle d'une morale environnementale où là maintenant ce qui va être important c'est de voir par rapport à la planète les décisions que l'on va prendre, mais il met aussi en garde, et je pense que là aussi c'est un point de vigilance. La vigilance qu'il met en avant, c'est si on impose un contrôle technologique poussé, où à ce moment-là, en fait, l'humanité serait peuplée de zombies régentés par des caméras. Sur le papier, il suffirait pour le pouvoir central de définir les règles d'attribution des points de citoyenneté, d'après l'impératif de préservation de la planète, pour faire en sorte que chaque citoyen se voit rapidement amené à adopter des bonnes conduites. Donc pour lui, ce qui est évident, c'est qu'il faut changer les fondements de la société. Ne pas céder à la facilité, mais vraiment se poser les questions justes et y répondre en profondeur, pour aller ensuite les inscrire dans le concret. Dans cette remise en question des fondements de la société, il y a ne plus aller vers la précarisation, ne plus aller vers l'accélération, ne plus faire la compétition comme le pilier du fonctionnement de la société, et donc à nouveau d'avoir une autre relation au temps, d'être plus dans la collaboration et en lien avec les autres.
Et il place aussi le rituel, lui il parle pas mal du rituel comme un acte important pour resolidariser et redonner de la stabilité à la société. Parce qu'en fait dans le rituel, toutes les personnes font à peu près la même chose, ont à peu près les mêmes valeurs, et à ce moment-là c'est rassurant. Il y a une stabilité, une certitude en fait de comment l'autre va se comporter, qui va justement abaisser le fonctionnement du cortex singulaire et va permettre une certaine sérénité, on va dire. Pour que le cortex singulaire s'éteigne, qu'il ne soit pas en suractivité, il est important qu'on se sente à l'aise, en sécurité avec les autres, avec notre environnement. Il parle aussi notamment de la relation à la nature, je vous lis quelques lignes. Pressentir l'ordre sous-jacent de la nature, à force de l'observer, de s'en étonner et de s'en émerveiller, est profondément apaisant. Les bienfaits de l'émerveillement concernant d'une part la perception d'un sens intrinsèque, mais pas seulement, l'émerveillement est à même de fonder le sacré en tant que tel. Les valeurs fondatrices dont nous avons besoin, la fameuse sacralisation de la nature et de la planète, c'est absolu qui doit enfanter de nouveaux rituels quotidiens, et un sentiment d'appartenance régénérant requiert le sentiment de l'immensité et du sublime, du surhumain. Donc là, il cite une découverte faite par des neuroscientifiques. Les personnes promptes à l'émerveillement possèdent effectivement un cortex singulaire plus petit que la moyenne, comme si les émotions d'émerveillement qu'elles éprouvent maintenaient cette structure cérébrale au repos, et finissaient par en diminuer graduellement la taille selon le principe de plasticité neuronale. Plus que l'alcool, les drogues, le consumérisme et la crispation identitaire, l'émerveillement constitue un antidote puissant contre l'angoisse existentielle. Alors, en conclusion, avec l'approche de Sébastien Boller, on voit que notre comportement, disons, écologique sur la planète, donc les activités humaines avec les conséquences que l'on connaît sur l'environnement, peuvent être éclairées par notre fonctionnement cérébral. Donc sans doute il n'y a pas que ça, mais là c'est quand même un éclairage intéressant d'un point de vue neuroscientifique, où l'on voit que finalement actuellement notre cortex singulaire, qui libère les hormones de stress, est vraiment surallumage, j'allais dire. Parce qu'en fait, il y a de l'insécurité qui est souvent vécue. Et que pour faire face à ce mal-être qui peut s'instaurer finalement de manière chronique, on a recours au shoot de dopamine du striatum, le système de récompense. Et bien en fait, ça va nous donner du plaisir et ça va un peu nous soulager. Et ensuite, on va recommencer, puisqu'en fait, comme c'est que du court terme, voilà. Et d'où les addictions. Et d'où nos comportements aussi après de suralimentation, de surconsommation. Et donc si on veut renverser la situation actuelle, l'idée, comme on l'a vu, c'est vraiment de se recentrer, de se reposer les bonnes questions, de prendre du temps. Déjà de prendre du temps de se poser des questions sur notre vie, sur nos valeurs, sur le sens que l'on donne à notre vie. Ces questions existentielles apparaissent presque comme un acte de survie actuellement. Avant, c'était rappeler le système dopaminergique qui permettait d'aller de l'avant avec ce système de récompense des besoins fondamentaux. Et là, il y a presque un besoin fondamental de sens qui n'a pas encore, qu'on a mis de côté et dont il devient peut-être urgent de se préoccuper. Et ça peut se faire par aussi une démarche volontaire de prendre du temps par rapport à nos valeurs et le sens que l'on donne à sa vie et sa vie aussi au sein de l'ensemble de la société et de l'humanité. C'est notamment en faisant cette démarche qu'on peut retrouver une cohérence interne qui va nous redonner une sérénité, une stabilité dans notre relation avec notre environnement et aussi avec les autres qui font aussi partie de notre environnement. Donc comme d'habitude, je vous invite à vous-même lire le livre, à écouter les interviews pour vous faire votre propre idée, faire votre propre analyse à partir de son analyse, voir ce qui vous parle pas, et ce qui vous semble judicieux actuellement pour aller dans le sens qui vous porte. Pour terminer, ce qu'on peut dire, c'est que posons-nous les questions existentielles, n'hésitons pas, prenons le temps de ces questions que l'on peut-être met souvent de côté, prenons le temps d'y répondre, quitte à revoir au fur et à mesure les réponses, mais au moins prenons ce temps-là, et la planète ne pourra qu'en bénéficier, et également tous les êtres vivants qui y vivent.